qui sont des valeurs d'existence ou de non-usage de ces espaces naturels, de ces écosystèmes. On les appelle aussi les aménités. C'est un terme que j'aime beaucoup, les aménités, on dit les aménités environnementales. Une aménité, nous dit le dictionnaire Littré, c'est de la douceur accompagnée de grâce et de politesse. Et traiter quelqu'un ou quelque chose avec aménité, c'est le traiter, la traiter avec égard et sans rudesse. Donc ces aménités environnementales, ces valeurs d'existence, de non-usage, on dit aussi des valeurs de legs ou d'options, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas la nature pour pouvoir la transmettre, pouvoir transmettre ces écosystèmes ou pour pouvoir choisir de les utiliser ou de ne pas les utiliser dans le futur. On peut dire que c'est toutes les fonctions socio-culturelles qu'on n'arrive pas, qu'on ne saurait pas quantifier et qu'on va considérer comme inestimables. C'est les plaisirs récréatifs et sportifs qu'on va trouver dans la nature, les plaisirs poétiques et contemplatifs, la source d'inspiration qu'elle constitue, d'émerveillement, mais c'est aussi le lieu d'une éducation, d'une pédagogie, d'une éducation à la différence, d'une éducation concrète à la biologie, à des éléments scientifiques, et c'est aussi le lieu d'une transmission à travers l'histoire et l'espace d'un patrimoine et d'un rapport de l'humanité avec son environnement, les animaux et la nature. Ces aménités, pour l'illustrer et vous dire à quel point on ne pourrait pas leur attribuer une valeur marchande, c'est l'odeur des feuilles mouillées par la pluie de septembre dans la forêt, c'est le silence de la nuit, c'est la valeur de l'obscurité ou d'une grande étendue sauvage. Voilà ces valeurs que l'on ne sait pas quantifier, auxquelles on ne sait pas donner un prix. Pour autant, cette nature et ces services écosystémiques, donc s'ils n'ont pas de prix, ils ont une valeur, et on peut faire confiance à nos adversaires du capitalisme pour essayer de tout quantifier dans l'objectif de tout marchandiser. Et depuis 1997 notamment, il y a des tentatives d'évaluer la valeur des services écosystémiques. Donc c'est le rapport de Costanza paru dans Nature en 1997 qui nous dit, voilà, sur 17 services écosystémiques, c'est 33 000 milliards de dollars de services rendus, de valeurs qu'ont ces écosystèmes. Donc de là, après, il y a toute une réflexion et puis des théories qui se sont enclenchées. Aujourd'hui, on parle d'économie de l'environnement pour essayer de savoir combien vaut une abeille en euros, plus les services qu'elle va nous rendre, ou combien vaut un hectare de zone humide. Donc toute la question est de savoir jusqu'à quel point on rentre dans cette évaluation de type monétaire, alors même que la nature n'a pas de prix. Aujourd'hui, on sait par exemple chiffrer que conserver un hectare de tourbière en Écosse a une valeur de 450 € par hectare, mais que si on transforme cette tourbière en plantation hyper standard, là on va induire une valeur négative de moins 1230 € en plantation. On sait aussi évaluer que le carbone qui est stocké, toujours dans les tourbières, je connais un peu le sujet, mais pardon, on peut parler aussi d'autres milieux naturels, on a entre 800 et 1400 tonnes par hectare de carbone qui sont stockés dans les tourbières. Donc au prix du marché, sur la tonne de carbone, on sait dire combien ça coûte de les détruire, combien ça coûterait de les compenser. Parce qu'évidemment, dès l'instant où le capitalisme rentre dans cette logique comptable, il ne se contente pas d'attribuer une valeur, il fait du prix l'objet d'une transaction. Et même si on peut trouver qu'il y a une utilité pédagogique, voire une utilité pour la recherche à chiffrer la valeur des écosystèmes, dès l'instant où on est dans cette logique capitaliste, on va forcément arriver sur comment en faire un marché de transactions, comment essayer de compenser ou d'évaluer la compensation d'une destruction. Alors qu'on sait qu'en écologie ou en matière scientifique, la destruction d'un écosystème ne peut pas être remplacée par un autre écosystème, il n'y a pas d'équivalence
Quand la nature a mis des millions d'années à forger un écosystème, on ne peut pas le remplacer comme ça du jour au lendemain par une compensation. Et puis, ça va forcément générer des systèmes spéculatifs, hein, vous connaissez à travers le marché carbone, à travers des fonds, des banques, des certificats, des labels, des quotas pour émettre ou pour détruire. Et ça va aussi poser la question d'avoir une propriété privée, évidemment, à qui appartiennent ces éléments naturels. À titre d'exemple, sachez par exemple que dans la plaine de l'Accro, en Camargue, eh bien, les gestionnaires ont décidé de créer une réserve d'actifs naturels. Vous voyez, donc la dérive dans laquelle on peut entrer en voulant faire reconnaître la valeur inestimable de la nature et des écosystèmes, des services qui nous rendent des services supports indispensables à la vie de nos communautés. Finalement, on arrive dans ce type d'aberration à les faire rentrer comme des billets de banque ou comme des actions dans un marché. Alors ce n'est pas parce qu'on a dit ça vaut tant que ça autorise la transaction. Et ce n'est pas... l'évaluation économique n'est pas non plus une condition nécessaire et suffisante pour la conservation de ces milieux naturels. Autour de nous, chaque jour, nous conservons de l'amitié, nous conservons de l'amour, de la convivialité, du don, de la générosité, alors que nous ne l'avons pas évalué au plan monétaire. Et nous détruisons beaucoup de biens qui, eux, sont évalués au plan monétaire et au plan marchand. Donc le seul moyen que nous avons par rapport à cet enjeu de la conservation des services écosystémiques, c'est de les reconnaître comme services publics, d'intérêt public général, et dont la conservation et la gestion doivent être assurées par la collectivité humaine et financées par la fiscalité, c'est-à-dire de les sortir et de les protéger de manière intangible contre les transactions environnementales et de les sortir d'un rapport de client à fournisseur. Cette définition du service public que rendent les écosystèmes, les services que nous rend gratuitement la nature, doit nécessairement faire l'objet d'une délibération démocratique. Et dans ce sens, ça a été dit déjà par plusieurs interventions précédentes. Oui, cette réflexion sur la gratuité, elle est féconde pour la réflexion sur quelle enveloppe démocratique, quel périmètre démocratique pour nos communautés, pour délibérer des choix et des valeurs auxquelles nous nous référons. Aujourd'hui, intégrer la nature dans notre délibération démocratique, compte tenu des éléments et des enjeux et des urgences qui nous environnent, ça fait partie de notre évolution naturelle, puisque les valeurs de la nature et notre humanité sont totalement liées. Prendre soin, prendre en compte, prendre en intelligence les services de la nature, c'est une source d'inspiration sur le type de communauté résiliente que nous avons à mettre en œuvre ensemble de manière démocratique. Une source d'inspiration parce que l'autonomie, la circularité, le biomimétisme, qui sont à l'œuvre dans les écosystèmes, peuvent nous servir d'exemple et d'inspiration pour faire fonctionner nos communautés. Léonard de Vinci disait « Va prendre tes leçons dans la nature ». Et dans la suite d'auteurs comme Cynthia Fleury, je vous invite à réfléchir à cette restauration d'un pacte social fondé sur la réconciliation avec la nature. Merci. Oui, alors j'appartiens à un courant internationaliste qui s'appelle l'écosocialisme, dont plusieurs ici se réclament également. Je viens de Franche-Comté, j'habite à la frontière suisse et je travaille dans le développement local en secteur rural de montagne, notamment dans la valorisation d'espaces naturels protégés. Je voulais rassurer Benoît Boritz, je ne sais pas s'il est là encore, pour lui dire que, évidemment, on est pour l'expropriation sans délai ni indemnité des actionnaires et des grands patrons, et rappeler que Karl Marx nous a livré dans sa définition et son analyse du capitalisme des éléments importants qui sont que le capitalisme exploite dans un même mouvement les travailleurs, bien sûr, les travailleuses, et la terre. Et en ce qui concerne la terre, il y a des services
qui sont rendus aujourd'hui gratuitement à nos communautés humaines, qui sont les services rendus par la nature, par les écosystèmes, et qui ne sont pas reconnus, dont on ne parle pas suffisamment, qui sont invisibles, des services supports de la vie de nos communautés humaines, de la vie de nos sociétés, sans lesquels cette vie ne serait pas possible et qui ne sont pas reconnus. Alors quels sont ces services? On peut les nommer fonctions ou leur donner une valeur d'usage, une valeur d'usage directe ou indirecte. Ces services que nous rendent les écosystèmes sont des services en usage direct d'approvisionnement, puisque tous les biens qui sont produits proviennent des écosystèmes, à commencer évidemment par notre nourriture, mais c'est aussi le cas des molécules qui sont utilisées dans notre pharmacopée. Et à ce titre-là, sachez que la moitié des plantes qui sont utilisées en pharmaceutique sont aujourd'hui en voie de disparition. Mais c'est évidemment aussi l'eau, les fibres, les minerais et les ressources génétiques qui émanent de la biodiversité. Donc voilà pour les valeurs d'usage direct que nous livre gratuitement la nature, que nous livrent gratuitement les écosystèmes. Il y a aussi des valeurs d'usage plus indirectes, qui sont les fonctions de régulation ou les grandes fonctions support, de soutien aux grands équilibres géo-écologiques, comme la stabilité du climat, la stabilité des sols et les grands cycles de l'eau. Et dans les fonctions de régulation, on va trouver la régulation des crues, la filtration et l'épuration de l'eau, la photosynthèse, la qualité de l'air, le rafraîchissement aussi de nos villes, de nos villages, par la présence notamment d'îlots, de verdure, vous connaissez tout ça. Et puis il y a une dernière catégorie de valeurs